Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. Le port destiné à fournir de l'aide à Gaza entrera en vigueur aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Ce port est en fait un pont artificiel ou une sorte de pont artificiel mis en place par les États-Unis pour permettre d'acheminer de l'aide humanitaire aux Palestiniens et surtout à Gaza. Mais ce que ne disent pas les bulletins d'information, c'est que ce fameux port aux apparences humanitaires cache d'autres desseins beaucoup moins altruistes, car l'objectif de l'attaque contre Gaza est désormais, ou commence désormais, à prendre forme. Retour également ce soir dans l'échiquier international donc sur cette affaire de la CIG, la Cour internationale de justice qui pointe du doigt l'antité-sioniste et qualifie l'attaque sur Rafah de génocidaire. Tout de suite le débat. Nous accueillons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois d'ailleurs, notre analyste expert en questions internationales, Omar Benberti, qui est avec nous en direct depuis Oran. Omar Benberti, bonsoir. Bonsoir madame et merci de l'invitation. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors Omar Benberti, un port, un pont, une jetée, je ne sais pas, il y a tellement d'appellations. L'objectif en tous les cas est pour les États-Unis de permettre d'acheminer de l'aide. Quelques 500 tonnes donc d'aide humanitaire seront livrées à l'ONU qui, elle, se chargera sur place, à travers ses ONG, de le distribuer aux Palestiniens à Gaza. Le problème, c'est que ce pont était déjà, on en avait déjà parlé lors de nos émissions en janvier dernier, car l'idée venait à peine d'émerger. Aujourd'hui, elle prend forme. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, est-ce que ce port n'est qu'à visée humanitaire? Oui, c'est une très bonne question. On peut faire plusieurs lectures. La première lecture que l'on peut faire, je pense que, bien sûr, au-delà de l'apparence humanitaire, vous avez bien fait de soulever cette question. Les Américains n'ont jamais été de grands humanistes. Je pense que dans un premier temps, on peut considérer comme hypothèse que l'administration américaine développe ce type de réalisation, entre guillemets, beaucoup plus pour son opinion interne par rapport aux mouvements de contestation qui se développent et qui prennent des dimensions très importantes avec la révolte des campus estudiantins. Et donc, c'est une manière, une façon pour les États-Unis d'Amérique, qui nous ont malheureusement habitués plusieurs fois à ce genre d'esbrouf, permettez-moi l'expression. Oui. Et donc, c'est une façon simplement de se donner une bonne apparence humanitaire et de dire, vous voyez, on va aider ces pauvres Palestiniens, on va leur transférer de la nourriture, des médicaments, etc. Ça, c'est la première lecture que l'on peut faire. Maintenant, il y a une seconde lecture que l'on peut faire aussi, c'est que l'administration américaine est dans une situation difficile vis-à-vis de deux principaux alliés qu'elle a, qui sont l'Égypte, bien entendu, et la Jordanie. Et comme par hasard, ce sont les deux seuls pays qui ont des frontières avec l'entité sioniste. Et donc, avec l'Égypte, les choses commencent à sentir le roussi parce que l'Égypte avait dit il y a très longtemps que Rafah serait une ligne rouge. C'est ce qu'ils avaient déclaré à plusieurs reprises, même le président Sisi l'avait déclaré. Mais toujours est-il que les Israéliens n'en ont pas tenu compte et ils sont à Rafah, ils font ce qu'ils veulent, ils ont décidé de fermer le point d'accès et l'Égypte elle est dans une situation particulièrement difficile. Et les États-Unis ont quelque part un peu la crainte, pas la peur, ils n'ont pas peur de l'Égypte, mais ils ont la crainte que l'Égypte finisse sous la pression des opinions arabes et en particulier des opinions internationales, que l'Égypte risque de rompre les accords qu'elle a avec l'entité sioniste. Et donc, ce serait un gros coup dur pour les États-Unis d'Amérique, pour l'administration américaine. Deuxième pays qui, justement, lui aussi a une frontière commune avec l'entité sioniste, c'est la Jordanie. Et vous savez pertinemment que la Jordanie, elle a une peur bleue de voir que l'insurrection prenne aussi au niveau de Defa al-Gharbia, de ce qu'on appelle la Cisjordanie. Et donc, à partir de ce moment-là, ce seraient deux alliés puissants, mais qui ont des opinions qu'il va falloir gérer parce qu'elles sont à bout
elles supportent, elles se taisent, elles disent rien. Et je vous rappelle qu'en Jordanie, il y a beaucoup de Palestiniens. Et la hantise de l'administration américaine, c'est de voir que, avec la folie psychopathologique de l'administration sioniste actuelle, et qu'ils aillent eux aussi commencer à... Ils ont commencé, ils ont assassiné, ils ont tué beaucoup de gens, ils ont mis en prison beaucoup de jeunes Palestiniens en Cisjordanie. Et donc, mais la réaction du peuple jordanien risque, elle aussi, de poser de sérieux problèmes à cette administration américaine. Donc, il y a deux lectures. La première lecture, moi, je ne crois pas du tout en l'aspect humanitaire des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont jamais, au grand jamais, été des humanistes. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer. Et ce fameux port flottant qu'ils essayent de placer au niveau de Gaza, c'est juste pour faire taire un petit peu les ressentiments que peuvent avoir les populations. Parce que les régimes jordaniens et égyptiens, je dis bien les régimes, les gouvernants sont dans une situation très, très, très délicate. Ajoutez à cela, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'entendre Abu Ubaïda, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a fait son communiqué habituel dans lequel il rappelle avec force et force conviction que la guerre continue et que le Muqawama, la résistance palestinienne, elle est encore sûre d'elle-même et qu'elle a les moyens d'affronter une guerre de longue durée. Et ça inquiète terriblement l'administration américaine. Très bien. Alors, est-ce que le fait de se poser la question, aussi naïvement que cela puisse le paraître, par exemple, pourquoi recourir à une jetée maritime de la part des États-Unis, d'ailleurs qui aurait pu être dès le début, avant même que le peuple palestinien ne soit déjà affamé et que des enfants meurent carrément de famine, d'inanition, de soif, et la liste est longue. Pourquoi donc ils ne l'ont pas fait un peu plus tôt? Et la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas, tout simplement, puisqu'on a de l'influence sur l'entité sioniste, et je parle des Américains, ouvrir carrément des passages terrestres, ce qui serait plus facile pour l'acheminement? C'est excellent, c'est tout à fait ça. On peut légitimement se poser la question de se demander, mais enfin, cette administration américaine avec la puissance qui est la sienne, pourquoi a-t-elle laissé faire l'entité sioniste de sorte que le poste de Rafah soit fermé et donc interdiction au secours humanitaire et autres de passer à partir de l'Égypte. Encore que l'Égypte elle a un rôle assez particulier dans ce domaine-là. Donc, moi, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, mais c'est une hypothèse qu'il faut prendre en considération et l'avenir nous dira de quoi il retourne effectivement. Les Américains avaient aussi, rappelez-vous, l'administration américaine avait dans l'idée de faire en sorte que le contrôle du poste frontalier entre l'Égypte et la Palestine, à Rafah, soit pris en charge par une société privée américaine, une société militaire, bien entendu, comme BlackRock ou autre. Et donc, ça, c'est très délicat parce que, il y a des raisons bassement matérielles. Ça va interdire un certain flux d'argent pour l'administration douanière, fiscale et autres égyptienne qui est largement corrompue, encore faut-il le rappeler. Et deux, ça va titiller quelque part un petit peu son nationalisme parce qu'il y a une population quand même qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que fait le pouvoir égyptien, même si ils ont eu une attitude très agressive avec les frères musulmans du temps de Morsi. Et donc, ils se méfient terriblement parce que pour eux, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des dirigeants égyptiens, mais toujours est-il que pour eux, le Hamas, ce sont des frères musulmans. Or, les frères musulmans, le pouvoir actuellement en Égypte, il s'est construit en opposition hostile avec les frères musulmans en Égypte. Ça, c'est une première explication qu'on peut avancer. Et donc, le fait que l'idée d'implanter une entreprise privée américaine, militaire ou mercenaire, qui viendrait contrôler le poste de Rafah, ça déplaît terriblement aux Égyptiens. Mais la véritable crainte d'un point de vue stratégique, c'est de perdre les deux alliés stratégiques qui, eux, sont très proches de l'entité sioniste et de l'administration de Benjamin Netanyahou. À partir de ce moment-là, ces deux entités, la Jordanie et le pouvoir jordanien et le pouvoir égyptien, s'ils venaient à perdre la face dans cette affaire, c'est toute la stratégie de l'administration américaine au Proche-Orient qui volerait en éclats. Justement,
Il y a quand même cet aspect qui dit que finalement, puisque depuis le 7 octobre, on assiste donc à une guerre atroce contre Gaza, qui a éliminé pratiquement toutes les infrastructures de base, sans parler des pertes en vies humaines, que finalement, ce port ne fait que dévoiler le projet très dissimulé des États-Unis, mais surtout de l'entité sioniste, à savoir que finalement, le gaz va être finalement exploité avec cette jetée qui est donc d'apparence humanitaire, mais qui prendra d'autres proportions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus grandes pour pouvoir exploiter finalement ce fameux gaz dont on parle de plus en plus. Et oui, ça c'est encore un troisième facteur déterminant, c'est qu'on a trouvé du gaz dans les eaux méridionales, les eaux qui jouxtent la bande de Gaza et Israël. Et donc l'Égypte, qui est dans une situation financière catastrophique, a tout intérêt, elle aussi, à être partie prenante de cette opération. Sauf qu'il n'y a pas que l'Égypte. Il y a, bien entendu, la Turquie qui est présente. Et la Turquie, elle a marqué un virage assez sensible, un tournant très important avec la résistance palestinienne. Vous avez vu qu'ils ont mis du temps, ils ont mis 6 mois ou 7 mois pour rompre les relations commerciales, mais toujours est-il que la Turquie, elle est maintenant dans une position un peu délicate. Il y a 3 puissances qui sont dans des positions délicates actuellement. Il y a la Turquie, bien entendu, parce qu'elle est en train d'essayer de voir où le vent va souffler, mais elle est en train de se pencher d'aller davantage, vu les réactions dans le monde entier, vu un petit peu les prises de position. Regardez ce qui s'est passé au dernier sommet arabe. C'est une calamité, une catastrophe. Heureusement que l'Algérie n'y était pas et que la Tunisie non plus, parce que c'est vraiment ces gouvernants, ces systèmes politiques qui siégeaient dans ce fameux sommet, entre guillemets, des pays arabes, sont véritablement des larbins, pour les appeler par leur véritable nom. Et donc, il y a l'Iran, bien entendu, mais l'Iran, elle joue une carte très délicate parce que l'Iran, son objectif, c'est de mettre la main sur ce qu'elle appelle le golfe Persique, que nous on a appelé le golfe arabique, mais qui est en vérité le golfe Persique. Et donc les pays comme Oman, comme Bahreïn qui a un accord d'Abraham avec Israël, etc. Ces pays-là sont dans une situation délicate. Et l'Iran est aussi partie prenante. Il reste l'Égypte, mais l'Égypte, elle est dans une situation, parce que c'est quand même, ça a été pendant de longues années la plus grande puissance dans le monde arabe, militaire, du temps de Nasser. Oui. Il y a eu, toute l'idéologie pan-arabe que vous connaissez. Et ça a permis à l'Égypte de se doter, elle a une histoire, une civilisation, ça a permis à l'Égypte de devenir un petit peu le leader de l'ensemble du monde arabe. Mais depuis que malheureusement le maréchal Sissi ou le général Sissi est en fonction, on ne peut pas considérer que l'Égypte soit devenu un pays, comme il est malheureusement criblé de dettes et qu'il s'est carrément mis à la disposition, il est incapable de rompre les relations diplomatiques, ne serait-ce que ça, et remettre en cause les accords de Camp David. Et donc, cette situation-là inquiète énormément les États-Unis, l'administration américaine actuelle. Moi, je pense les choses de cette manière. Oui, très bien. De toute façon, les jours à venir nous dévoileront encore davantage de faits. Et peut-être on verra plus clair dans cette guerre contre Gaza qui est très injuste. Et on verra peut-être également ce qui se cache réellement en dehors de ce qui est raconté aujourd'hui. Au fait, on est en train de vivre l'histoire au jour le jour. Il y a aussi cet aspect, Omar Ben Barti, la Cour de justice internationale, après la CPI bien entendu, vient de pointer du doigt donc l'entité sioniste et qualifie ce qui se passe à Gaza, l'attaque donc sur Rafah, plus exactement, de génocidaire. Le comble de l'ironie, c'est qu'un représentant, justement, qui est donc sioniste, avait dit que la guerre contre Gaza, et je le cite, était tragique, mais qu'il n'y avait absolument pas de génocide. Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire. Je vous laisse le commentaire. C'est le point de vue d'Israël, ça, bien entendu. Il faut bien qu'ils se défendent. Le représentant d'Israël a déclaré effectivement que c'était tragique, c'est-à-dire qu'il se passait des choses malheureuses, mais bon, comme dans toute guerre, selon lui. On peut dire que c'est génocidaire. Mais il dit c'est pas génocidaire. Ce qu'ont dit beaucoup aussi de responsables et ce qu'a dit
le porte-parole de l'administration américaine, il y a 2 jours, Sullivan, il a dit il n'y a pas de génocide à Gaza, alors que l'Afrique du Sud, avec tous les éléments qu'elle a déployés vis-à-vis de la Cour pénale, la Oui. Cour internationale de justice et aujourd'hui avec la Cour de pénale, avec tous ces éléments-là, l'Afrique du Sud qui est rejointe et l'Égypte a dit qu'elle rejoignait l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est un premier signal d'alarme qui a été envoyé à l'administration américaine pour lui dire, vous voyez, si vous continuez à nous négliger et à ne pas nous traiter de manière équilibrée, nous allons nous aussi nous joindre à l'Afrique du Sud. Donc la déclaration de ce représentant sioniste qui dit qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, elle fait partie des mensonges auxquels nous a habitués l'entité sioniste lorsqu'ils veulent faire croire absolument que ça a commencé le 7 octobre alors que ça a commencé avec la Nakba en 1948 Oui. et que depuis cette date, ils n'arrêtent pas de tuer, d'assassiner, de déplacer, de faire fuir, de brûler. Ça n'a pas cessé une seule fois. Et donc, tout ça, ça fait partie du tissu mensonger. Et maintenant que les masques sont tombés et que le colonialisme, avec les soutiens, même les pays européens, qui eux n'ont pas de leçons à donner en matière de droits de l'homme, même s'ils considèrent mais ils ont un passé colonial tel qu'ils sont gênés aux encoignures. Et donc, maintenant, même ces pays-là se joignent à l'ensemble de l'Afrique du Sud pour dire, effectivement, il y a un génocide. Mais surtout, il y a le fait que leur jeunesse, et ça s'étend et ça se généralise, leur jeunesse est en train de les pointer du doigt et de leur dire, vous êtes partie prenante, vous êtes complice d'un génocide. Maintenant, ce que peut déclarer le représentant d'Israël, on est habitué à ces mensonges et il faut pas les prendre en considération. D'autant que, rappelez-vous, un certain nombre de sénateurs ont adressé une lettre au président Khan pour lui dire nous allons faire ceci, nous allons faire cela. CPI, oui. Oui, pour la CPI. Mais c'est pareil, ils ont la même attitude, absolument. le même comportement. Oui, alors, et rappelez-vous qu'il y a des excusez-moi, il y a des ministres entre guillemets sionistes qui demandent à ce qu'on envoie une bombe atomique sur Gaza. C'est-à-dire que le projet à partir duquel s'est fondé l'État d'Israël en 1948, ce projet-là est toujours présent. Il n'a jamais quitté l'esprit des populations. Sauf que le risque actuel, c'est qu'ils sont tellement mauvais, les gestionnaires de cet État aujourd'hui, ils ont un risque d'avoir, à l'intérieur des frontières de leur propre pays, vis-à-vis de leur propre société, d'avoir des contestations beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dangereuses que ne le serait l'Égypte ou la Jordanie. Alors, la question qui pourrait être posée, justement, Amar Ben Barti, c'est qu'il y a la CPI qui a déjà donc parlé de faits génocidaires, la CIG qui est donc complètement radicale et qui parle, c'est-à-dire de manière très très claire, c'est un fait génocidaire à Rafah, mais il y a aussi du côté donc toujours sioniste qui qualifie l'affaire qui a été portée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice comme étant, je le cite, totalement déconnectée parce qu'ils ont ordonné un cessez-le-feu, bien sûr, qui n'a pas été respecté et qui ne le sera certainement et probablement jamais. Mais cela nous pousse à dire à quoi bon finalement faire des conférences, à quoi bon sert de porter plainte, à quoi bon sert d'aller vers la Cour de justice internationale ou vers la Cour pénale internationale si de toute façon l'entité sioniste ne s'exécute pas. Est-ce que vraiment toutes ces démarches entreprises par l'Afrique du Sud sont des démarches vaines où un jour ou l'autre la vérité éclatera, qui est déjà là, je veux dire la justice sera faite? Oui, c'est une question importante. Mais moi, je pense qu'il n'est pas vain. Ce qui a été fait par le 7 octobre, ça a été justement de faire tomber les masques et de mettre à nu l'ensemble des pays qui, pendant des décennies, nous ont suriné que c'était un pays démocratique, Israël, que c'était la seule puissance, blablabla, enfin tout le baratin que vous connaissez, et sur lequel on nous a seriné ça pendant et les journalistes, les médias internationaux, américains et européens, etc., n'ont pas cessé de glorifier cette entité sioniste. Aujourd'hui, quand on voit que maintenant les propres étudiants des universités de Suisse
de Belgique, de Hollande, des États-Unis demandent, exigent de leur administration qu'elle cesse toute relation avec les laboratoires et les centres universitaires israéliens, c'est très important. Et que ce soit l'Afrique du Sud qui ait déposé le premier dossier pour génocide contre l'entité sioniste, c'est très révélateur parce que, souvenez-vous, que l'Afrique du Sud a subi dans sa chair pendant des années l'apartheid. L'apartheid, il n'y a pas longtemps que ça existait. Et durant l'apartheid, il y avait des pays qui, comme les États-Unis et d'autres, reconnaissaient le régime en place. Il a fallu que le peuple sud-africain se soulève et qu'il y ait aussi une pression internationale telle qu'on ait fini par se débarrasser. Aujourd'hui, on est en 2024. C'est vrai que les guerres coloniales n'ont pas cessé. C'est vrai qu'il y a encore le Sahara occidental qui est une colonie. C'est vrai qu'il y a Taïwan qui est encore sous le joug des Américains. C'est vrai qu'Israël, c'est une création artificielle qui est là pour assurer la mainmise de l'administration américaine et de l'Europe. Mais toujours est-il que le fait de dévoiler maintenant, à travers les institutions qui ont été elles-mêmes mises en place par ces pays, les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression et tout quanti, voilà, le droit international, et qu'ils ne respectent pas, qu'ils n'appliquent pas, puisque maintenant la Cour de justice elle a émis des condamnations et celles-ci ne sont pas exécutées. Donc, je ne crois pas que ce soit vain. Ce n'est pas vain parce que ça permet, de dévoiler à la face du monde entier. Et regardez comment réagissent des pays comme la Colombie, le Venezuela, etc., qui ont chassé, qui ont mis fin à la relation diplomatique avec l'entité sioniste. Et qu'il y ait la montée en puissance d'autres États. Regardez le président du FPLP, du Front populaire pour la libération de la Palestine, je l'écoutais hier, il disait qu'il demandait systématiquement à la Russie d'intervenir et à la Chine d'intervenir. Il disait qu'il n'est plus question de laisser seuls les États-Unis faire le gendarme et essayer d'arranger les uns les autres, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, à travers les accords d'Abraham, pour faire en sorte qu'il fallait que les autres puissances comme la Chine, et comme la Chine a commencé, la Russie a commencé aussi en Syrie, mais elle s'est arrêtée parce qu'elle est prise avec le dossier ukrainien. Mais toujours est-il que maintenant les Palestiniens eux-mêmes demandent à ce que ces pays-là soient partie prenante de la résolution de ce conflit qui devient de plus en plus inhumain. Eh bien justement, parce que vous le dites, ça va vraiment dans le droit de l'idée qu'on allait donc exposer juste après. Est-ce que justement, ça ne verse pas dans le fait qu'au début de la guerre contre Gaza, on disait qu'il y avait des bateaux de la marine qui étaient venus pour se stationner sur le port de Gaza pour éviter que le conflit ne dégénère ou qu'il, donc, comme il s'élargit. Est-ce que le fait d'appeler la Chine ou la Russie, ça ne va pas justement dans cette idée qui pourrait peut-être par la suite être incontrôlable? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que dès le début du 7 octobre, rappelez-vous, 2 porte-avions américains s'étaient installés en face du Liban pour essayer de faire peur au Hezbollah en particulier, parce que l'armée libanaise en elle-même n'est pas très, très impressionnante, mais pour faire peur au Hezbollah. Ça n'a pas empêché le Hezbollah d'avoir une stratégie tout à fait bien calculée et bien mise en œuvre. Deuxièmement, c'était aussi pour faire peur, pensait-il, à un pays comme l'Iran, pour lui dire nous on est là, si demain vous bougez. Or, l'Iran a bougé, ça n'a pas empêché ces bateaux de repartir, de quitter la Méditerranée orientale. Donc, je crois que de ce point de vue, il y a des stratèges dans l'administration américaine. Il y a beaucoup de démissions, souvenez-vous, au niveau du Pentagone, mais aussi au niveau des affaires étrangères. Il y a beaucoup de gens qui démissionnent et qui quittent carrément l'équipe de Blinken, qui est une équipe raciste, sioniste, et qui l'a dit et déclaré officiellement. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait à partir de laquelle, en termes de stratégie, il y a maintenant des reconversions à faire, mais elles sont toujours déchirantes. Elles sont toujours très difficiles, sauf que le monde étant en train de changer, regardez ce qui se passe en Méditerranée occidentale maintenant, du côté de chez nous, le fait que l'Algérie devienne une puissance maritime, ce qu'elle a toujours été, bien avant la pénétration française, maintenant qu'elle redore son blason et qu'elle s'équipe d'un point de vue naval, ça fait peur à des pays comme l'Égypte,
À côté, le Marzen, l'Espagne, ne veut pas trop bouger parce qu'ils savent que l'Algérie a été une puissance maritime, navale très importante. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 siècles. Merci beaucoup, M. Amar Benberti, pour toutes ces explications très pertinentes d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes analyste, expert des questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. L'échiquier international, vous le retrouvez demain pour de nouveaux thèmes. Au revoir.